a la chance d'avoir un service de télémédecine que je vais vous présenter juste après. Une petite présentation en 3 points rapides. Pourquoi on va faire de la télésurveillance ? Alors, ce qu'il faut comprendre comme première donnée, c'est que les patients avec un appareillage respiratoire, oxygène ou VNI, sont en augmentation croissante. Ici, vous avez les données de la sécurité sociale entre 2006 et 2019 qui montrent pour les patients sous VNI et sous oxygénothérapie, donc les points rouges pour la VNI et bleus pour l'oxygénothérapie, qui montrent une augmentation croissante des prescriptions. Donc là, en 2019, on était à quasiment 100 000 patients sous VNI et un peu plus de 100 000 patients sous oxygénothérapie. Et ça ne fait que augmenter. Donc, on est vraiment dans cette situation liée à la BPCO est lié beaucoup aussi à l'obésité qui est, vous le savez, une épidémie mondiale. Les Américains en souffrent beaucoup et comme nous on fait tout comme aux États-Unis avec quelques années de retard, ça va arriver. Ces patients, ce sont pas des patients lambda, ce sont des patients qui sont extrêmement sévères, extrêmement précaires. Ici vous avez les données de survie des patients appareillés de 2 grandes cohortes, une cohorte londonienne et une cohorte normande, et on voit que les patients décèdent assez rapidement. En bleu, vous avez les SLA, et à 1 an, 50% des SLA sont décédés, 1 an après leur appareillage ventilatoire. Donc quand vous appareillez 2 patients, vous savez que dans 1 an, il y en a un qui est plus là. Les BPCO, on n'est pas loin au final, c'est la courbe en noir. Quand vous appareillez 3 BPCO, vous savez, vous appareillez 2 BPCO, vous savez que 3 ans après, il y en a un qui est décédé. Donc c'est quand même des pathologies qui sont très sévères. Les SOH meurent un petit peu moins, mais quand même, vous avez quand même 10% de mortalité à 2 ans, qui est pas anodin. Et donc l'idée, elle vient de nos fabricants qui ont développé des technologies nous permettant, depuis les années 80, d'avoir de plus en plus d'informations sur les traitements et sur l'utilisation des traitements par ces patients. Ça a d'abord commencé, vous le savez bien, par la PPC, avec les données d'utilisation, puis ensuite on a eu les courbes, puis on a eu les remontées automatiques, et maintenant, depuis plusieurs années, on va avoir un accès à des données quotidiennes sur la qualité de la ventilation, sur l'utilisation de la ventilation. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de données sur l'oxygénothérapie, mais ça va venir. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire et j'espère que demain, on pourra avoir le même genre de données chez les patients sous oxygène. Alors on va se dire d'accord, ok, ce sont des patients sévères, on en prescrit de plus en plus, on a des données, mais est-ce que ça sert vraiment d'avoir ces données ? Oui, ça sert, parce que malheureusement, quand on met en place un appareillage de ventilation non invasive, on atteint rarement les objectifs qu'on s'est fixés. Ici, vous avez les données de la cohorte rouennaise, où ils ont regardé à 6 mois après l'instauration d'une VNI, instauration protocolisée en CHU avec des règles, tout ce qu'il faut. Et ce qui montre, c'est globalement, vous aviez 50% des patients qui ont une amélioration de la qualité de vie. Vous aviez que 30% des patients qui avaient une amélioration de la qualité du sommeil. 60% des patients sont observants à plus de 4 heures par jour. Et 1 patient sur 2 a un effet secondaire du traitement. Donc en fait, on n'est pas bon. Et c'est ça le constat qu'il faut bien voir. On n'est pas bon à l'initiation de la ventilation, globalement. Et ça a un impact. Ici, vous avez les données sur les SLA appareillés à la Pitié-Salpêtrière. À 1 mois, ils ont regardé, je suis bien ventilé ou je suis mal ventilé. Et ce qu'ils ont montré, c'est qu'à 1 mois, si vous êtes mal ventilé, la messe est dite. Vous mourrez plus que si vous êtes bien ventilé à 1 mois. Donc en fait, on a vraiment l'impression qu'on a une fenêtre de tir, un moment où il faut appareiller les patients, bien les appareiller, faire en sorte que ça se passe bien. Et quand vous arrivez à faire ça bien à 1 mois, on a l'impression que les patients tirent un meilleur bénéfice du traitement. Et puis bien évidemment, on a aussi des variations d'éléments physiologiques qui pourraient peut-être prédire, on va revenir là-dessus après, des événements aigus. Et ça, c'est un peu le Graal de nos décideurs. Ce serait de pouvoir dire,
je regarde mon patient se ventiler et là, je sais que dans 3 jours, il va aller aux urgences, il va aller en réanimation et je vais intervenir et il va rester à la maison, il va être tranquille juste avec un peu d'augmentin. On va en parler juste après. Au vu de tout ça, le ministère a proposé une expérimentation étape entre 2018 et 2023 qui portait sur plusieurs pathologies chroniques, dont les insuffisances respiratoires chroniques appareillées par ventilation non invasive pour une BPCO. Et en 2023 a été édité un décret qui propose le remboursement de cet acte. Et donc en fait, à partir de ce moment-là, quand on a commencé à rentrer dans l'étape et quand on a commencé à rentrer dans cette activité de télésurveillance, on s'est dit il va falloir changer un peu nos façons de faire. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait? On voit un patient, on a appareillé un patient, on le voit tous les 3, 6, 12 mois, et puis on regarde comment il va, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière évaluation, est-ce que la ventilation est bien faite, est-ce que mon patient il utilise bien sa ventilation, et s'il l'utilise bien, on est content, et s'il l'utilise pas bien, on dit ce serait bien de changer des choses, peut-être ça améliorera la qualité de votre sommeil, votre qualité de vie, vous éviterez de faire une exacerbation. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que maintenant, on doit faire l'inverse. On doit regarder ce qui se passe quotidiennement chez le patient pour se dire, si j'interviens, ça ira mieux par la suite. Donc, on ne doit pas avoir une action rétrospective, mais plutôt une action prospective. Et donc là, on va devoir faire de la prédiction, ce qui complique pas mal les choses et ce qui chamboule un peu nos schémas de pensée. Et même si je suis pas vieux, c'est un peu, c'est vraiment différent. On a quelques données qui disent que changer un peu les schémas de pensée, ça peut peut-être marcher. Ici, vous avez les données issues du programme ETAP, c'est l'étude Telven qui a été publiée, où vous aviez le patient en haut qui utilisait sa machine, qui générait ses données. Il y avait un prestataire de santé à domicile qui, dans le cadre d'ETAP, le prestataire de santé à domicile était vraiment au centre de la télésurveillance, qui vérifiait les alertes avec une cellule composée d'infirmières et de techniciens qui évaluaient tout ça et qui, en fonction des alertes proposées, appelaient le patient et après échangeaient avec l'équipe médicale pour voir s'il y avait des choses à faire. Et de manière très intéressante, pour les patients qui sont appareillés, donc c'est en D15, donc c'est vraiment à l'initiation de la télésurveillance, si la télésurveillance n'a pas eu encore d'effet, eh bien, vous voyez qu'à 6 mois, vous augmentez la proportion de patients qui sont bien ventilés pour la population totale, donc c'est la courbe noire, vous passez de 76% à 87%, et ça se maintient à 12 mois. Et ce qui est très intéressant, c'est que cet effet semble plus important chez les patients pour lesquels la VNI a été initiée au moment de l'initiation de la télésurveillance. Donc si vous faites les deux ensemble, initiation de VNI, initiation de télésurveillance, on a l'impression qu'on tire plus de bénéfices avec à 12 mois 94 des patients qui ont un score composite de qualité de ventilation. Discutable, mais bon, c'est celui-là, bien fait. Arnaud Prigent, à Rennes, a lui été un petit peu plus loin. Il a proposé une étude contrôlée randomisée sur l'impact de la télésurveillance à l'instauration d'une VNI. Donc, ils ont pris les patients pour lesquels on initiait une ventilation non invasive et il les a randomisés, télésurveillance versus pas de télésurveillance. Et à la fin, on regarde ce qui se passe. Son critère de jugement principal, c'était la capnie nocturne. Est-ce qu'on corrige l'hypoventilation alvéolaire? Globalement, c'était une randomisation 1 pour 1, assez classique, sur 6 mois. Malheureusement, ils avaient prévu beaucoup plus de patients, mais c'est tombé à la période, au moment du Covid, donc l'étude a été arrêtée un peu précocement, comme beaucoup d'études à ce moment-là. Et donc, ils avaient une 50aine de patients randomisés, 25 à peu près dans chaque bras. Globalement, ce sont des patients BPCO et obèses. Les deux populations les plus représentées, les deux populations qui sont vraiment la cible de la télésurveillance. On n'avait pas d'efficacité sur le critère de jugement principal, donc l'étude, elle est considérée comme négative, parce qu'il n'y avait pas de différence entre les deux groupes. Par contre, on a quand même l'impression que sur l'hypoventilation alvéolaire diurne, donc sur le gaz du sang, on fait mieux si on télésurveille les patients que si on ne les télésurveille pas. Et pourquoi on fait mieux? On fait mieux parce qu'on améliore la qualité du traitement de nos patients. En bleu clair, vous avez les patients
non télésurveillés, donc classiques. En bleu foncé, vous avez les patients télésurveillés. Et en fait, vous voyez, vous faites dans le bras de télésurveillance un peu mieux partout. Ils ont un peu plus d'observance. Ils ont un peu moins de fuites médianes, un peu moins de fuites au 95e. Ils ont un peu moins d'événements obstructifs. C'est pas significatif, mais en fait, vous avez un tout. C'est globalement un peu mieux à droite, un peu mieux à gauche. Et à la fin, les patients, ils finissent mieux, plus contrôlés. Ce qu'il faut bien comprendre dans le rationnel de la télésurveillance, c'est que les patients sous VNI sont des patients qui sont à risque. La prise en charge n'est pas optimale. On a beau faire tout ce qu'on veut, on a beau essayer, à chaque fois, les patients ils reviennent 6 mois après. Et, j'ai pas mis la machine, ça m'intéresse pas. J'ai des fuites, mais je m'en fiche. Enfin bon, vous savez ça mieux que moi. Et les premiers résultats du télésuivi semblent quand même montrer une amélioration de la prise en charge. Et puis, je vous ai dit, il y a le télésuivi, c'est-à-dire on fait un suivi rapproché pour essayer d'améliorer la qualité de la ventilation. Mais on pourrait aussi se dire que si les patients génèrent leurs propres données, est-ce qu'il n'est pas possible de prédire les événements? Et moi, c'est ça ce que j'appelle la télésurveillance. Dans ma tête, pour être plus simple, j'essaie de faire une distinction entre télésuivi. J'essaie d'améliorer globalement la qualité de la ventilation en les évaluant de manière plus rapprochée, avec des outils innovants, et la télésurveillance, qui serait plutôt de définir une variation infraclinique. Infraclinique, parce que si le patient peut vous appeler, ça n'a aucun intérêt. Il suffit de lui dire, vous m'appelez si jamais vous toussez. Prédictif d'une aggravation. Donc, je vois quelque chose et je sais que ce quelque chose va entraîner une consommation de soins, un décès, et sur lequel il est possible d'avoir un impact. Et ça, c'est hyper important. Possible d'avoir un impact. Et donc, il y a 2 études qui ont dit, on va essayer de regarder ça. Ils ont été, c'est 2 études très pragmatiques. Ils ont pris des patients BPC au sous-VNI qui faisaient une exacerbation et ils ont regardé ce qui se passait dans les jours avant l'exacerbation. Et globalement, ce qu'ils ont montré, c'est que vous aviez ici l'exacerbation à J0 et dans les jours qui précèdent l'exacerbation, vous aviez une augmentation croissante de la fréquence respiratoire. Mon patient devient de plus en plus polypnéique, il a de plus en plus de mal à respirer, boum, il fait l'exacerbation. Ces données ont été confirmées dans une autre étude normande où ils ont montré que vous aviez une augmentation de la fréquence respiratoire avant d'entrer à l'hôpital pour une exacerbation, alors que vous n'aviez pas d'augmentation de la fréquence respiratoire lorsque vous entriez à l'hôpital pour un contrôle, pour une évaluation de votre maladie. Et donc, ces données ont été utilisées pour le grand essai contrôlé randomisé qui a été réalisé sur la télésurveillance, réalisé en Chine. Ils ont proposé des alertes, donc des alertes un peu classiques, observance moins de 5 heures, beaucoup de fuites, ou alors une augmentation de la fréquence respiratoire, avec le schéma de tout à l'heure. Donc là, l'iconographie change un peu, mais c'est la même chose. Le patient génère ses alertes, une infirmière appelle, il appelle le médecin si jamais il y a un souci. Et on a des résultats qui sont positifs. Alors, on a des résultats qui sont positifs, on a une amélioration de la qualité de vie dans le groupe télésuivi, une amélioration qui est sur toutes les échelles. Un peu trop positif. Toutes les échelles sont positives, donc vous voyez en bleu, vous améliorez le SRI, vous diminuez le CAT, vous diminuez la dyspnée, c'est fantastique. Et vous réduisez même le taux d'exacerbation. En bleu, ce sont les patients télésuivis. En orange, les patients non télésuivis. Les patients non télésuivis font plus d'exacerbation, retournent plus aux urgences sur l'année qui suit. Ces données, c'est très chouette d'avoir des données comme ça. Le problème, c'est que c'est une étude qui a été réalisée en Chine. Et en Chine, le système de santé est très différent. Et en fait, dans les petites lignes de la discussion, ils vous disent... ça a marché parce que dans le bras télésuivi, vous aviez un prestataire de santé à domicile qui pouvait se déplacer et réparer la machine si jamais il y avait un souci, qui pouvait changer le masque. Donc ça veut dire que les autres, s'ils ont un masque qui est cassé, dommage. De la même façon, ils vous disent dans le bras télésuivi, les paramètres de ventilation sont titrés, sont adaptés, alors que dans le bras non télésuivi, les paramètres de ventilation sont des paramètres qui sont plutôt homéopathiques. Donc c'est un peu gênant. On ne sait pas si c'est vraiment la télésurveillance ou si c'est juste l'amélioration du système de soins qui a permis d'avoir ça. Est-ce que c'est juste si les patients sont bien traités, ils tirent un bénéfice de la ventilation, ce qui est mon avis. Mais bon, en tout cas, ça nous permet d'avoir une étude positive pour essayer de dire qu'on va le faire en France pareil. Donc globalement, on a des premiers résultats sur la télésurveillance qui semblent aussi encourageants.
Alors en pratique, qu'est-ce qu'on fait? Alors je vais passer vite parce que ça, vous connaissez ça par cœur. Donc entre 2018 et 2022, on a eu étapes. Chez nous, c'était les BPC au stade d'IRC. Puis en 2022, la loi sur le financement de la sécurité sociale. Et enfin, le passage dans le droit commun le 22 juin 2023. Donc on est le premier pays au monde à avoir la télésurveillance qui est remboursée. Cocorico, on est les premiers pour une fois. Télésurveillance de la VNI et de l'oxygénothérapie. La problématique, c'est que l'outil de télésurveillance, à la différence de nos confrères cardiologues, diabétologues, c'est aussi un outil de traitement. Notre ventilateur, notre oxygénothérapie, c'est un outil de traitement. C'est pas une balance connectée, c'est pas une montre connectée, un appareil de glycémie connecté qu'on va utiliser ou pas. Là, c'est le traitement des patients. Donc, l'utiliser, c'est aussi utiliser la télésurveillance. Et puis, vous le savez bien, dans la télésurveillance, tout a été fait pour que ce soit une discussion avec deux acteurs, un opérateur, le médecin et son équipe autour de lui, et l'exploitant, le fabricant de la solution de télésurveillance. Le problème, ce qui n'est pas un problème pour nous, mais qui pour ceux qui ont fait la loi est un problème, c'est que chez nous, il y a le PSAD au milieu de tout ça et qui a déjà fait de l'activité de la télésurveillance, notamment dans la PPC, qui a les outils, qui a tout pour le faire, qui a été encouragé à le faire dans le cadre d'étapes. On a dit il y a un forfait, PSAD et tout ça, qui veut continuer et là on dit non, en fait non, on n'a pas envie. Donc ça rend les choses un peu compliquées pour nous. L'opérateur de télésurveillance, vous le savez, c'est un pneumologue. Cette fois-ci, on a exclu les réanimateurs, neurologues, MPR ou pédiatres. Ça, ils ont le droit de prescrire, mais ils n'ont pas le droit de faire la télésurveillance. Il faut qu'il y ait un mob formé à l'éducation thérapeutique. Il faut qu'il y ait une expérience en pneumologie. On peut faire des délégations de tâches. Donc, quand on s'organise, on a une équipe médicale. On peut faire de la délégation de tâches des activités non médicales ou des activités médicales. Tout ça, ça doit être encadré avec des conventions ou des protocoles de coopération qui définit aussi la rétribution et le partage des honoraires. Et en pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une société de prestation, quelle qu'elle soit, peut proposer de faire les activités non médicales auprès d'une équipe opératrice. Et donc, ça, par exemple, faire un préfiltrage des alertes. C'est un peu plus flou parce que normalement, la délégation de tâches pour les activités non médicales, on n'est pas censé avoir de contact physique avec le patient. C'est ce qu'il y a écrit. Donc, ça doit être téléphonique. Et donc, qu'est-ce qui se passe si jamais il y a un prestataire de santé à domicile qui a une délégation de tâches et qui voit un problème de fuite et il appelle le patient et le patient dit « ouais, mon masque, il est fendu en deux ». Est-ce qu'il a le droit d'aller chez le patient pour changer de masque ou lui envoyer un masque? Ou alors est-ce qu'il faut qu'il intervienne auprès du médecin, que le médecin dise « oui, il faut changer le masque ». Une fois qu'on s'est organisé, qu'est-ce qu'on télésurveille? Comment on télésurveille? Donc, il faut faire une surveillance bi-hebdomadaire, ça c'est la loi. Il faut qu'il y ait un accompagnement thérapeutique. Attention, c'est pas une éducation thérapeutique, c'est un accompagnement thérapeutique. Je sais pas ce que ça veut dire, si vous me posez la question. Globalement, nous, on appelle les patients, on leur demande si ça va et on considère qu'on fait de l'accompagnement thérapeutique. Il n'y a pas d'algorithme imposé. Ça, c'est un autre truc qui est chouette. Donc, les DMN doivent mettre à disposition des données, mais nous, on n'a pas d'obligation de les regarder. On fait ce qu'on veut. Et un grand problème, c'est que je ne sais pas comment on fait pour interrompre la télésurveillance. Dans une des premières moutures du décret était marqué noir sur blanc que on pouvait interrompre la télésurveillance pendant une certaine période et dans ce cas-là, il fallait prévenir les patients et leur dire voilà, on arrête la télésurveillance parce que on part en vacances et si jamais il y a un souci, vous appelez le 15, vous appelez le secrétariat, vous appelez qui vous voulez, mais moi je suis pas là et je reprendrai plus tard. Donc ça c'était possible et dans le dernier décret, ça n'a pas été repris. Alors qui je télésurveille? Alors là, je vous ai mis le texte intégral. Donc, c'est les patients souffrant d'insuffisance respiratoire chronique de cause obstructive ou restrictive relevant des indications de la LD 14. Insuffisance respiratoire chronique grave, sous ventilation non invasive et ou les patients insuffisants respiratoire chronique sous une thérapie à court ou à long terme. Je sais pas qui on peut télésurveiller, honnêtement. La définition de la LD 14 est un peu complexe. On n'a pas les mêmes informations sur le site de l'HAS et sur le site de la Sécu. Et on n'a pas d'informations très claires sur le décret de loi sur la LD 14. Donc c'est un peu un flou. Les BPCO sous VNI, ça, il n'y a aucun souci, on peut les télésurveiller. Est-ce qu'un patient neuromusculaire sous VNI peut être télésurveillé?
c'est pas clair. Nous, on a fait des demandes auprès des médecins conseils de l'assurance maladie. On n'a jamais eu de réponse. Donc, on est un peu embêté avec ça. Et donc, nous, comment on fait au CHU? Donc, on a débuté la télésurveillance, si je dis pas de bêtises. On avait commencé en fin 2022, mais plutôt dans le cadre de la fin de étape. Et on s'est lancé ensuite dans la télésurveillance selon le nouveau décret dès qu'on a pu. Et on a la chance de pouvoir se rattacher à un service entier de télémédecine. En fait, c'est un ancien service de télécardiologie. Les cardiologues, vous le savez, ont des années d'avance sur nous. Et de manière très sympa, chez nous, les cardiologues nous ont un peu pris sous leur aile et ont dit « Venez, on va pas faire de la télécardiologie, on va faire de la télémédecine. » Et donc, pour ça, il faut être pluridisciplinaire. Et ils nous ont mis à disposition leur savoir-faire, leurs équipes. Donc, on a 2 infirmières dédiées, une chef de projet. Maintenant, on a aussi une IPA. Et nous, ce qu'on a apporté, c'est un peu de temps kiné et un peu de temps de médecin pneumologue. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, quand on voit un patient dans le service qui est éligible à la télésurveillance, donc chez nous, on fait BPCO sous VNI, on informe le patient, on recueille son consentement, on informe le PSAD qui met à disposition du patient le modem de télésurveillance, ouvre la connexion, remonte sur le DMN et lui fait signer les accords CNIL pour la télétransmission des données de manière générale. Et je préviens le service de télémédecine qui a un nouveau patient inclus et avec les algorithmes qu'on propose et les procédures. Et donc en fait, ensuite, ce qui se passe, c'est que vous avez tous les patients à la maison qui utilisent leur ventilateur et les données remontent régulièrement sur les plateformes. Et 2 fois par semaine, on a les infirmières du service qui regardent les alertes, qui en fonction des alertes appellent les patients. Enfin, même, elles appellent systématiquement les patients pour savoir comment ça va, est-ce que l'alerte elle est vraiment pertinente, est-ce qu'il y a un souci. Il y a un questionnaire standardisé qui est fait, qui est chez nous, qui est le S3 NIV. Voilà, on a choisi celui-là. Et on fait un point mardi midi, jeudi midi, avec ces infirmières-là. Généralement, c'est une des kinés du centre, c'est une des kinés du service qui le fait. Des fois, c'est moi, des fois, on est 2. Et on voit ce qu'il faut faire. Et donc, on dit, soit on surveille, soit on prévient le prestataire qu'il y a peut-être une intervention à faire, soit on rapproche la consultation, on fait venir le patient, on fait ça. Alors, je suis désolé, les données sont pas du tout à jour. J'ai pas eu le temps de faire la nouvelle extraction. Donc ça, c'était en mars 2024. Donc, on avait 71 patients inclus, 58 actifs. Globalement, les alertes, vous avez un peu moins de la moitié d'alertes qui sont des données manquantes, des problèmes de télétransmission. Vous avez un peu moins de la moitié des alertes qui sont une observance quotidienne faible. Et après, ce sont des fuites. C'est à peu près comme ça que ça se répartit, sachant qu'en fait, il y a quand même beaucoup d'alertes récurrentes. On a beaucoup de patients qui n'utilisent pas la ventilation et puis qui l'utilisent toujours pas, Donc ça nous a permis d'arrêter pas mal de ventilation quand même. Moi, ça me semblait un point pas mal parce que on faisait chier tout le monde. Nous, on revoyait les patients, on lui expliquait, lui disait « on fout ». Le prestataire, il se déplaçait, c'était vraiment très chronophage. Et donc, ça nous a permis de changer un peu les choses. Actuellement, on a un peu moins de 100 patients inclus et 70 actifs. Malheureusement, les patients meurent beaucoup. Et nous, comme on a un service de transplantation, quand ils sont transplantés, c'est chouette, ils n'ont plus de ventilation. Donc, on les sort du protocole. Donc ça, c'est notre schéma d'organisation. Il y en a d'autres qui sont possibles. Par exemple, on a beaucoup travaillé avec les médecins libéraux sur l'association Belvédère pour essayer de voir un peu comment on peut faire. Donc voilà, c'est une association loi 1901 qui a pour but d'essayer de faciliter la télésurveillance des patients sous ventilation non invasive. Donc globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un dispositif qui est nouveau, c'est chronophage. Il faut quand même être assez honnête là-dessus. Moi, ça me prend beaucoup de temps.
J'ai la chance d'avoir le temps et pour le faire, mais ça prend du temps. Mais à mon avis, c'est très prometteur. Il y a de nombreuses possibilités d'organisation. Il faut pas se fermer des portes. Il faut explorer et voir un peu ce qui est possible. Il y a beaucoup de choses à faire et à découvrir. Ça, c'est vraiment très chouette parce qu'on a beaucoup de travail pour les années qui viennent. Je pense que la télésurveillance, il va falloir qu'on s'en empare vraiment parce que il faut pas que ça devienne une excuse pour dégrader le système de soins. Il faut pas qu'on se dise c'est bon, ils sont télésurveillés donc ils ont plus besoin de venir à l'hôpital. Il faut plutôt qu'on amène ça vers quelque chose de mieux. Et pour essayer de comprendre un peu comment le faire, on a deux projets. Il y a un projet de registre national de télésurveillance qu'on pilote avec le CHU de Montpellier. Et puis on a un projet de PHRC national sur l'intérêt de la télésurveillance qu'on va essayer de piloter au CHU de Bordeaux. Voilà, je vous remercie.